dernier chapitre du cycle transmettre sur les réducteurs et multiplicateurs de vitesse. Alors on va voir un petit peu dans ce cours, un petit peu de théorie, en particulier le plus gros morceau ce sera les trains épicycloïdaux. Et on va voir aussi un peu de technologie sur tout ce qui se fait sur les méthodes de transmission de mouvement, rotation vers rotation. Alors on verra les histoires d'engrenage, pignon, roue, couronne, denture droite, hélicoïdale. On verra un peu les trains d'engrenage et les trains épicycloïdaux. Et on verra tout ce qui est vocabulaire, planétaire, satellite, porte-satellite, etc., etc. Voilà, donc l'objectif du cours, c'est d'avoir une méthode d'analyse des différents réducteurs ou multiplicateurs de vitesse. Donc on verra la transmission par adhérence, on verra la transmission par obstacle dans un second temps, ensuite les trains d'engrenage simples et les trains d'engrenage épicycloïdaux, et on terminera par la transmission par lien flexible. Alors on va voir un petit peu donc le chapitre général des réducteurs ou multiplicateurs de vitesse. En termes de prérequis, on va voir que donc les vitesses de rotation qu'on note oméga sont des notions relatives, c'est-à-dire que les notions de vitesse tout court d'ailleurs sont des notions relatives. On bouge par rapport à. Donc, on va noter, par exemple, oméga de 6 par rapport à 2, c'est la vitesse de rotation de 6 par rapport à 2. Alors, ce sont des notions qu'on revoit en cinématique, mais voilà, il faut prendre ça. Alors, il y a effectivement, si j'inverse les repères, si je parle de oméga de 5 par rapport à 6, à ce moment-là, c'est moins oméga de 6 par rapport à 5. C'est l'inversion du mouvement lorsqu'on change de repère. On regarde un objet se déplacer. Si on se place sur l'autre objet, on a l'impression que l'objet qui se déplace, sur lequel on était, se déplace avec une vitesse négative, opposée à celle de notre précédente observation. Il est évident qu'on ne bouge pas par rapport à soi-même. Donc oméga de 6 par rapport à 6, oméga de 5 par rapport à 5, c'est 0. On ne bouge pas par rapport à soi-même. C'est évident de le dire, mais on va s'en servir. Et plus intéressant, les vitesses de rotation se composent, alors lorsqu'elles sont sur le même axe, c'est pareil, on verra plus précisément ces notions quand on fera le cours de cinématique. Mais là, j'ai besoin de quelques éléments du cours de cinématique pour aborder les notions de réducteur multiplicateur. Ça veut dire que oméga de 6 par rapport à 2, c'est oméga de 6 par rapport à 0, plus oméga de 0 par rapport à 2. Voilà, donc il faut faire attention à ce genre de petites choses. On peut faire intervenir un petit peu comme ça des vitesses de rotation. Alors, sur ce qu'on va voir, le mouvement de sortie est de même nature que le mouvement d'entrée, c'est un mouvement de rotation. Donc, ces mécanismes, ils permettent de modifier la vitesse de rotation. On va donc appeler le rapport de transmission I, le rapport de la vitesse de rotation de l'arbre de sortie du mécanisme par rapport au bâti, O, et on va appeler oméga de S par rapport à 0. Divisé par la vitesse de rotation de l'arbre d'entrée du mécanisme par rapport au bâti, oméga de E pour entrée, par rapport à 0. Donc voilà la définition de ce qu'on appelle le rapport de transmission, oméga de S par rapport au bâti, divisé par oméga de E par rapport au bâti, et tout ça, c'est S pour sortie, E pour entrée. Donc c'est la sortie sur l'entrée, tout simplement. Si le mécanisme est un réducteur, c'est qu'on a I plus petit que 1, et si il est multiplicateur de vitesse, on a I plus grand que 1. Si on a la même vitesse, a priori, ça sert pas à grand-chose, sauf peut-être à déporter un axe. Alors, premier élément qu'on va regarder, c'est quelque chose d'assez simple, c'est la transmission par adhérence avec des roues de friction. Donc, on va imaginer 2 roues cylindriques ou coniques. Alors, pareil, on va pas voir tout ce qui existe parce que là, on est dans un domaine immense. On va avoir quelques notions des principaux éléments, mais on peut pas tout étudier. Alors, le principe ici, donc, c'est qu'on va devoir mettre 2 éléments en contact avec des choix de matériaux qui ont une bonne adhérence et en exerçant un effort pour qu'on puisse transmettre un couple. Et, il est évident que dans ce genre de choses, si les surfaces sont parfaitement lisses, on ne transmet pas de couple, on ne transmet pas de puissance. Donc le frottement,
il permet de transmettre la puissance de la roue d'entrée vers la roue de sortie. Et donc, ça veut dire choisir des matériaux avec un coefficient de frottement important, et donc tous les calculs de frottement, de limite de transmission, etc. Alors, on va utiliser ça dans des transmissions à faible puissance, c'est couramment utilisé hein, dans des petits entraînements. Et ça permet aussi, lorsque on a un brusque arrêt, finalement, la friction, le glissement va permettre d'éviter de tout casser ou de tout bloquer. Ça peut être un choix technologique. C'est relativement économique comme moyen de réalisation, puisqu'il suffit de mettre des roues. S'il y a régulièrement patinage et des choses comme ça, il peut y avoir une usure rapide. Alors les caractéristiques, ça va aller assez vite. Hein. On a les rayons des roues RE et RS hein, lorsqu'on les met en entraînement. Hein. Et les paramètres, c'est bien évidemment les deux angles sur les deux roues hein, donc qu'on va avoir. Donc alpha et bêta ici. Donc le rapport de transmission, il s'obtient tout simplement par le rapport des diamètres. Alors c'est quelque chose qu'on a très rapidement. Hein. Lorsque la roue fait un tour ici, hein, on a 2 pi RE. Ici, on fait la même chose. Hein, on fait la même distance, hein, puisqu'il y a ici une transmission sans glissement. Et donc, lorsqu'on fait on rapporte le 2pi RE ici à la proportion qui est faite sur le tour, on arrive à ces relations. C'est quelque chose d'assez rapide. C'est pareil, on reverra tout ça un peu plus précisément quand on fera de la cinématique, mais c'est vraiment quelque chose qu'on écrit très rapidement hein, lorsqu'on a balayé ces angles-là. Donc, les symboles normalisés, la roue cylindrique, la voilà. Hein, donc, on peut avoir des engrenages par roue conique, hein, comme vous voyez, on a ce genre de choses-là. On a des roues flexibles. Hein, ici, on voit un petit peu la partie flexible. Et on peut avoir un flasque de transmission. Donc, on n'est pas obligé de transmettre sur le même axe. Hein, on peut avoir des axes différents. Le principe reste le même. Sur le point de contact, hein, on va prendre le diamètre ou le rayon ici, et on va prendre ce rayon-là. Hein, et on a exactement la même chose, finalement, lorsqu'on fait un tour. Il faut raisonner un petit peu comme ça. Hein, lorsque je fais un tour, de combien j'ai tourné là, c'est quelle proportion du tour fait, par exemple. Hein, c'est une méthode d'analyse. On peut avoir, donc, sur un autre plan, hein, donc si on le regarde un petit peu différemment, ici, on est sur les mêmes axes. Hein, voilà, on peut avoir ce genre de choses pour dessiner. Alors, c'est pas énormément utilisé, c'est économique, c'est pas de durée de vie très élevée, hein, même si les anciens magnétoscopes, cassettes, etc. fonctionnaient beaucoup avec ce genre de choses. C'est plus trop utilisé, on va dire. Enfin voilà, il y a quand même des domaines d'application qui sont présents. Alors du coup, pour éviter, alors lorsque l'on veut une transmission à tout prix, hein, avec des couples élevés, sans patinage, alors plutôt que de choisir des efforts presseurs très importants et des matériaux très rugueux, finalement, on va choisir une transmission par obstacle. Donc la transmission par obstacle, c'est ce qu'on appelle les engrenages. Hein, donc là, il y en a partout. Hein, ça va de très très petites choses à une boîte de vitesse monstrueuse qu'on peut avoir dans un char d'assaut, pour parler un peu de l'actualité par exemple, hein, où on a des puissances dingues, ou dans hélicoptères, des tas de choses comme ça. Alors ici on va avoir donc une transmission par engrenage. Alors l'objet du cours n'est pas d'étudier les formes de roues, les puissances transmises en fonction d'eux, hein, c'est de présenter simplement la caractéristique de la transmission par obstacle, et on va prendre ce qu'on appelle les diamètres primitifs ici en compte. Hein. Donc, ce sont les roues dentées RE et RS, et le diamètre primitif, c'est le diamètre jusqu'au point de contact hein, des deux roues. Les paramètres, ce sont toujours les angles hein, qui définissent les positions angulaires de la roue et du pignon, et voilà, on a ce genre de choses. Alors, un petit peu de terminologie. Un engrenage est l'ensemble de deux roues dentées engrainant ensemble. On appelle la petite roue le pignon et la grande roue la roue ou couronne si c'est un engrenage intérieur. Là, c'est pour avoir un petit peu de vocabulaire commun. Le diamètre primitif, donc, c'est ce qu'on va avoir sur l'engrainement qui assure le roulement sans glissement. Donc, c'est le point de contact entre les deux dents. Et on va définir les diamètres primitifs des E et des S, donc par rapport au centre des deux roues et ce point de contact. On appelle ces cercles les cercles primitifs.
Alors, ça correspond au diamètre des roues de friction qui assurerait le même rapport de transmission. En fait, la définition du diamètre primitif ou rayon primitif, c'est celui qui nous donne les mêmes relations qu'avec une transmission par roue de friction. Alors le pas primitif qu'on va avoir, donc pour garantir un engrainement, les pas primitifs des dentures, c'est-à-dire l'espacement entre deux dents, qui correspond donc à des arcs de cercle finalement, ils doivent être égaux. Sinon, les dents n'engrainent pas l'une par rapport à l'autre. Alors le pas, on va prendre 2π RE, ça c'est la circonférence du cercle primitif. On va diviser par le nombre de dents et on a bien la distance qu'il y a finalement entre deux dents. Et ils doivent être égaux sur les deux roues qui engrainent. Donc on écrit la même chose et on va donc définir le nombre de dents de la roue d'entrée, le nombre de dents de la roue de sortie, qui correspondent au diamètre DE et DS. Et on en déduit immédiatement que RE sur ZE égale RS sur ZS ou que DE sur ZE égale DS sur ZS. Ça vient, c'est lié au fait que le pas de deux roues dentées qui engrainent ensemble doit être identique, sinon il n'y a pas le même espacement entre chaque dent et ça ne passe pas. Voilà. Pas grand-chose d'autre à dire que ça. Donc l'aptitude à l'engrainement des diverses roues entre elles. Donc pour une roue donnée, on va définir un module, alors qui n'est pas le pas, mais qui est quand même lié au pas, qui est en unité. Et on a une relation entre le module et le pas, qui est le pas égale pi fois le module, puisque vous voyez, on a d sur z ici. Pi d, c'est le diamètre. Donc si je fais pi d sur z, c'est bien le pas. Voilà. Donc deux roues qui n'ont pas le même module ne peuvent pas engrainer car leur pas est différent. Alors c'est vrai que les documents constructeurs donnent plutôt le module que le pas pour une roue dentée. Alors on va voir une relation de roulement sans glissement et on va en déduire le rapport de transmission. On reverra encore une fois ça plus précisément quand on fera la cinématique. Donc le rapport de transmission, il est égal au rapport des diamètres et il est également égal au rapport du nombre de dents, puisqu'il y a une proportionnalité entre les cercles, les périmètres des cercles primitifs, les rayons, les diamètres et les nombres de dents. Tout ça, c'est proportionnel, donc les rapports sont identiques. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. Alors, il y a un signe moins parce qu'il y a une inversion du sens de rotation. Ça, on le voit très bien. Quand une roue tourne dans un sens et qu'elle engraine avec une autre roue, l'autre roue voit son sens de rotation inversé. Alors, voilà un petit peu tout ce qu'on peut trouver comme vocabulaire sur une roue dentée. Alors, on voit qu'on a énormément de choses. Donc, voilà. Et l'étude des engrenages mécaniquement et des efforts qu'on peut transmettre en fonction de la forme de la dent, de l'épaisseur du pignon, etc., c'est un cours à part entière. Alors un petit mot sur la diversité des systèmes qu'on peut avoir, juste pour en faire un petit peu le tour. Donc le plus simple, ce sont des transmissions cylindriques extérieures. Donc on va avoir en représentation en perspective comme ça, qu'on va dessiner comme ça, par exemple ici. Voilà, on va pas dessiner toutes les dents, on va dessiner en fait sur les diamètres primitifs et les diamètres extérieurs des roues. Vous voyez ? Pour voir l'encombrement de l'ensemble, on peut avoir des contacts intérieurs. Le dessin normalisé, il est là. Pareil, avec ici, on voit apparaître l'encombrement en fait, la place que prend, et ici le trait d'axe qui donne le diamètre primitif. Alors on peut avoir des engrenages cylindriques intérieurs ou extérieurs, donc c'est simple, économique, ils peuvent remettre donc sur des dentures droites, ils peuvent remettre des déplacements axiaux, c'est-à-dire qu'on peut déplacer la roue ici suivant son axe. Donc ça c'est pas du tout gênant. Ils sont bruyants parce qu'il y a un petit peu de jeu, parce que quand on passe d'une roue à l'autre, il peut y avoir un petit peu de bruit, donc ils sont plus bruyants. Alors on peut avoir des dentures hélicoïdales. Donc là, ça permet d'enquiller sur l'autre et la suivante de manière plus progressive quand ça tourne.
Donc ça pose un problème parce qu'en fait, on a des efforts axiaux. Hein. Si on les laisse faire comme ça, ben, ils ont tendance à se désolidariser parce que les efforts sur les dents ne sont plus perpendiculaires au rayon, ils sont légèrement obliques. Hein. Donc il y a une composante axiale de ces efforts qui va avoir tendance à les séparer. Alors du coup, pour éviter ça, eh ben, on va mettre deux dentures de forme opposée et donc du coup, les efforts axiaux s'annulent. Hein, donc, mais forcément, ça, c'est beaucoup plus cher qu'un engrenage à denture droite, hein, évidemment. Donc c'est plus silencieux, ça permet de transmettre des efforts plus importants. Comme je l'ai dit, si on les emploie seuls, ils génèrent des efforts axiaux, et donc quand on en met deux, à denture inversée, on annule ces efforts axiaux. C'est ce qu'on appelle des dentures à chevrons. On peut avoir donc des renvois coudés, hein, avec ici une denture droite, par exemple, hein, sur des engrenages coniques, et on peut avoir des dentures hélicoïdales sur des renvois ici d'angle. Hein. Donc toujours pareil, on raisonne sur les diamètres primitifs, sur les points de contact. Hein. Donc ici, il y a des porte-à-faux hein, qui vont générer, forcément, on voit bien que je vais avoir un effort comme ça, hein, qui va générer un effort important sur l'axe, hein, puisqu'il est difficile de rattraper en face, il est difficile d'avoir un axe qui traverse et d'avoir des deux côtés une prise sur l'arbre. Hein. Voilà, donc on va avoir des choses comme ça, par exemple, et on imagine bien qu'ici, hein, au niveau du roulement, il y a un effort de porte-à-faux ici qui est important, et pareil sur ici le roulement de l'axe vertical. Voilà. Le dessin normalisé, il est là. On comprend assez rapidement. Hein. On a ici un pignon, ici on a l'autre, hein, une roue et une autre. Voilà. Alors on a des engrenages à roues et vis sans fin également. Alors ça veut dire qu'ici ça tourne, on le voit très très bien. Donc lorsque j'ai fait un tour, j'ai avancé du pas de la vis. Et donc ici, sur mon diamètre primitif, hein, sur mon cercle primitif, ben, j'ai aussi avancé du pas de la vis. Hein, donc c'est ça qui permet d'écrire rapidement les relations. Lorsque j'ai fait 2π r primitif, et ben, j'ai fait un tour, donc une petite division, et ça nous amène au rapport de transmission. On peut avoir donc des systèmes, on peut creuser la roue. Ici, c'est pour augmenter le contact entre la roue et la vis sans fin, hein, donc pour transmettre des efforts plus importants. On peut avoir des formes de vis qui vont épouser encore un peu plus, donc à la fois on va creuser le pignon et on va également creuser la vis, hein. Donc on appelle ça des vis globiques avec une roue creuse. Donc là effectivement le coût augmente hein, au fur et à mesure qu'on a ces différents systèmes. Et on peut avoir plusieurs filets. Donc ici, vous avez un système à deux filets. Donc c'est pareil, ça permet d'avoir deux contacts simultanés et donc d'augmenter les efforts de transmission de mouvement. Voilà, donc ce sont des transmissions qui se font avec des axes qui sont non concurrents, hein, on voit bien qu'ils sont perpendiculaires. La réversibilité parfois possible, ça dépend des angles qu'il y a, du pas, etc. Hein. Et on peut avoir de cette façon-là des grands rapports de réduction. Effectivement, toute là, on la verra pas, malheureusement, on peut pas tout faire encore une fois, mais une des difficultés, c'est d'obtenir dans un volume donné des rapports de réduction importants. Dans la conception de systèmes de transmission, on peut avoir de petites vitesses d'entrée, très grandes vitesses de sortie, et voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui permet, on a une vitesse d'entrée sur la vis, et donc ça tourne, on le voit bien, beaucoup moins vite, hein, sur la roue de sortie, par exemple. Alors, on a beaucoup de glissements entre les dentures, hein, on voit bien que ça frotte, là, donc ça veut dire qu'on a une usure importante et un rendement qui est faible, hein, 60%, donc on va avoir peut-être des efforts importants, mais pas des vitesses élevées, hein, pour pas avoir un échauffement trop fort, hein, parce que le rendement de l'ensemble est relativement faible à 60%. Si on veut augmenter la surface de contact, on va utiliser des systèmes à roue creuse ou à vis globique, mais le coût, il évolue de manière exponentielle. Hein. On va avoir, vous voyez, ce genre de choses, là, bah, c'est pas donné. J'ai pas d'ordre de grandeur de prix, hein, parce qu'il y en a à tous les prix de toute manière, suivant les matériaux, suivant la puissance, suivant la taille, etc., etc. C'est pas... Voilà.
Un petit mot pour terminer sur les symboles normalisés. Donc, on a ici une denture, une roue à denture extérieure, ici une roue à denture intérieure, des roues coniques, hein, des roues et vis sans fin, on va dessiner ça comme ça, et ici, par exemple, un système pignon-crémaillère. Alors, on peut rajouter sur le schéma cinématique le type de denture, ici une denture droite, ici une denture hélicoïdale, et ici une denture à chevron, et on peut avoir des dentures spirales ou hélicoïdales. On va ici mettre des engrenages, ici un engrenage intérieur, ici un engrenage extérieur, ici des engrenages coniques, hein, par exemple. Voilà, on peut dessiner, et ici un système à crémaillère. Voilà. Et pour une roue creuse, on va dessiner ça comme ça. Voilà. Les cercles qu'on représente correspondent toujours aux cercles primitifs des roues. Voilà, pour cette première partie, on arrête là. On verra donc dans la partie suivante les réducteurs, multiplicateurs de vitesse à train simple et les trains épicycloïdaux par la suite.